Brusquement, ce retour en arrière nous replonge dans une imagerie tellement différente, n'est-ce pas, des images que nous avons vues hier soir au cinéma. Alors, François Jarry, vous allez donc plutôt concentrer votre exposé sur ce qui s'est passé au XIXe siècle. Et ce que vous m'avez dit avant que commence cette table ronde, c'est que pour ce qui est en tout cas du charbon, son triomphe n'est pas aussi linéaire que certains le croient. Et en fait, c'est une histoire... vous allez essayer de nous montrer comment les choses se sont passées en réalité, plutôt que par rapport à une histoire simple que l'on refait après coup. Oui. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est très compliqué de parler de tout ça en 10 minutes, mais je vais essayer d'être simple. Mon objectif, c'était de présenter brièvement quelques éléments, quelques idées générales pour lancer la discussion sur les conditions d'entrée dans la société des énergies fossiles. Donc prendre la suite de ce que M. Debert vient d'expliquer. On est passé au XIXe siècle globalement de sociétés que certains appellent des sociétés dites organiques, où l'essentiel des sources d'énergie viennent de la biomasse et du travail humain, et donc indirectement aussi de la biomasse, parce que les calories pour faire travailler les ouvriers viennent des grains, des productions agricoles, à des sociétés fossiles qui reposent sur l'exploitation, l'utilisation de sources d'énergie primaires qui viennent du sous-sol et qui ne sont pas renouvelables. Et donc, en général, l'histoire de l'industrialisation et l'histoire de l'avènement des sociétés modernes est identifiée assez rapidement à l'adoption de la machine à vapeur qui aurait entraîné un bouleversement radical de nos économies, de nos sociétés, et nous aurait fait rentrer dans la modernité. En réalité, ce que les historiens, donc voilà, en réalité, ce que les historiens soulignent de plus en plus, c'est que le processus fut évidemment beaucoup plus complexe, beaucoup plus incertain, beaucoup plus lent et très inégalitaire. Donc, j'aimerais juste insister sur 3 points, puisque le temps est compté. 3 points, 3 idées générales qui sont tellement générales qu'elles sont peut-être un peu simplificatrices. Le premier, c'est que l'entrée et l'adoption du charbon, alors je vous ai mis ce graphique rapidement qui mériterait de longs commentaires, mais qui montre le changement, la transition vers notre régime énergétique contemporain, qui, comme tout graphique de ce type-là, c'est très discutable, mais on voit bien, évidemment, en chiffres absolus, la croissance extrêmement rapide de la consommation de pétrole, de charbon, de gaz naturel, du nucléaire et d'hydroélectricité. Ça, c'est pour l'ensemble du monde. Donc, c'est des statistiques agrégées qui sont tirées d'une synthèse très intéressante autour des transitions énergétiques dans l'histoire, justement, d'un historien américain qui s'appelle Bruce Podoknik. Et donc, on voit bien qu'en fait, cette histoire de bouleversement du régime énergétique est d'abord une histoire du XXe siècle. Hein. Le processus fut très lent, très progressif. Et vous voyez que si vous regardez la courbe du charbon, hein, en réalité, c'est une courbe qui est très plate et qui commence véritablement à s'accélérer dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On considère que ce qu'on appelle la révolution industrielle se termine au milieu du XIXe siècle. Or, la révolution industrielle, quand la révolution industrielle se termine, le charbon reste encore quelque chose de très singulier, très exceptionnel. Hein. La Grande-Bretagne, en réalité, quand on parle de la société charbonnière, on parle de la société britannique pour l'essentiel. L'essentiel de la production et de la consommation du charbon dans le monde en 1850 est un phénomène essentiellement britannique. Donc c'est un phénomène qui a été très lent, qui a mis des siècles. Le passage du bois au charbon de bois puis au charbon de terre a été un processus très lent et très progressif, et surtout un processus très inégalitaire. C'est-à-dire un processus qui est lié au capitalisme britannique pour l'essentiel. Au milieu du XIXe siècle, l'essentiel du charbon est produit et consommé en Grande-Bretagne, et tous les autres pays européens ne consomment que très peu de charbon, en particulier la France, où la consommation de charbon en France reste très peu importante, et jusque dans les années 60, l'énergie fournie par l'hydraulique reste plus importante que l'énergie fournie par le charbon. Hein. Et le processus va s'accélérer à partir du Second Empire, à partir des années 1860, notamment à cause du libre-échange qui va entraîner une accélération du transport, grâce aussi au chemin de fer, au développement des transports qui va effectivement faire baisser les coûts du transport. Or, dans le domaine énergétique, comme vous l'avez dit, la question du coût du transport est essentielle et décisive, et le coût de transport par terre du charbon était tellement prohibitif que ça, dans de nombreuses régions du monde, ça empêchait toute adoption de ce charbon. Juste un chiffre, hein, en Grande-Bretagne, en 1850, on estime que la Grande-Bretagne produit à peu près 30 millions de tonnes de charbon par an. La France, 3 millions.
hein, donc 10 fois moins, et, alors qu'en 1914, la Grande-Bretagne produit à peu près 300 millions de tonnes de charbon. Donc la vraie entrée dans l'as des énergies fossiles, c'est la fin du 19e siècle. Ce n'est pas du tout le début du 19e siècle, c'est plus, le charbon correspond plus à ce qu'on appelle la deuxième industrialisation qu'à la première industrialisation. Donc le premier point que je voulais souligner, c'est cette très forte inégalité du processus. En réalité, l'industrialisation, c'est davantage fondé sur les énergies renouvelables, paradoxalement, que sur le charbon. Ça, c'est un point que je voulais souligner. L'industrialisation du 18e et du 19e siècle est davantage passée par la mobilisation des énergies anciennes que d'énergies nouvelles. Donc quand on parle, notamment donc les énergies anciennes, je veux dire l'hydraulique. L'hydraulique n'est pas du tout une trajectoire en train de décliner ou de disparaître dans la première moitié du 19e siècle. L'énergie mécanique obtenue par les cours d'eau, pas encore l'hydroélectricité qui viendra à la toute fin du siècle. Hein. L'industrialisation est davantage passée par la mobilisation des cours d'eau, par la mobilisation de la force hydraulique que par la mobilisation du charbon. Et dans de très nombreuses régions du monde, notamment en France, en 1850, on estime que l'énergie hydraulique atteint son maximum en termes de production, et la plupart des cours d'eau dans les régions industrielles françaises sont totalement saturés. Il n'y a plus de place pour installer de nouvelles usines hydrauliques parce que tous les cours d'eau sont saturés, ce qui pose énormément de problèmes et de questions. Mais on pourrait aussi souligner que l'industrialisation, c'est aussi fondé, avant de se fonder sur le charbon, c'est fondé sur la mobilisation de l'énergie comme on disait au début du 19e siècle, des moteurs animés, c'est-à-dire la force animale et humaine. Le charbon, l'industrialisation n'a pas marginalisé l'énergie des hommes et l'énergie des animaux. Elle l'a considérablement mobilisée. L'industrialisation s'est accompagnée d'une intensification du travail humain et d'une intensification du travail animal. Il n'y a jamais eu autant d'animaux de travail qu'à l'époque de l'âge du charbon, qu'au milieu du 19e siècle, où les animaux sont utilisés pas seulement pour le transport, mais pour toute une série d'activités, y compris industrielles, par exemple des manèges qui faisaient tourner dans de très nombreuses régions toute une série de machines, de procédés techniques. Alors, la question, c'est pourquoi le charbon, finalement, s'est finalement imposé. On pourrait souligner toute une série de facteurs explicatifs à la hache, rapidement. Des facteurs qui seraient des facteurs proprement écologiques. Hein. Le début du 19e siècle est marqué en Europe de l'Ouest par une pénurie énergétique massive à cause de la déforestation. Hein. Les sociétés d'Europe de l'Ouest sont marquées par une déforestation massive à la fin du 18e et au début du 19e siècle, ce qui entraîne des débats considérables à l'époque sur comment reforester, comment obtenir du bois pour permettre le développement de l'industrie, puisque les forges, les activités métallurgiques consomment énormément de bois, et cette pénurie de bois structurelle alors, en Grande-Bretagne, c'est particulièrement spectaculaire, mais on trouve la même chose en France. Dans les cahiers de doléances en 1789, les plaintes sur la disparition, sur le manque de bois est vraiment un phénomène très important. Et donc, il y a toute une série de débats sur les modifications climatiques liées à cette déforestation dès le début du 19e siècle, sur lesquels je ne m'étends pas. Mais donc, il y a un problème, une sorte de frein malthusien au développement industriel très fort au début du 19e siècle, que tous les économistes de l'époque, comme Ricardo et Jean-Baptiste Zay, c'est un peu plus compliqué, mais tous les économistes dits classiques considèrent que la croissance à long terme n'est pas possible parce qu'il y a des freins qui vont entraîner le développement d'un État stationnaire, qui est une grande théorie importante du début du 19e siècle, du fait justement de cette pénurie énergétique structurelle de ces sociétés. Et donc l'adoption du charbon va être évidemment un élément majeur pour dépasser ce piège malthusien, comme certains l'appellent, qui est lié à la pénurie de ressources énergétiques, notamment en bois. Alors, il y a d'autres facteurs. À côté de ces facteurs écologiques, il y a des facteurs que j'appellerais plus proprement sociopolitiques. Le charbon, c'est pas seulement... Moi, je suis pas un historien de l'énergie à proprement parler, ni un ingénieur, je suis un historien des sociétés. Et la question de l'énergie, c'est aussi une question de rapports sociaux, de rapports politiques, d'imaginaire culturel. Et le charbon a aussi toute une série... L'adoption de la machine à vapeur et du charbon a aussi toute une série d'avantages sociopolitiques, notamment tout le débat autour de l'intermittence. Le problème des énergies classiques, que ce soit l'éolien, l'hydraulique, c'est que ce sont des énergies qui ne permettent pas une production en continu. Il y a des interruptions du fait de la pénurie de certains cours d'eau durant l'été. Et donc, l'avantage du charbon, c'est qu'il permet une meilleure maîtrise de l'énergie pour produire en continu à une époque où se développe le capitalisme. Et l'une des particularités de l'éthique de ces capitalistes, c'est de vouloir assurer une sorte de contrôle sur les sources d'approvisionnement pour permettre une production en continu. Ça, c'est un point vraiment fondamental. Et l'idée que la production doit s'interrompre à cause de contraintes écologiques ou environnementales devient un scandale inacceptable, ce qui contribue à donner, évidemment, au charbon et aux machines à vapeur un avantage, notamment pour les plus grands industriels, notamment les industriels britanniques, puisque quand on parle du charbon, en fait, on parle de capitalistes du textile anglais de la région de Manchester avant tout.
Alors, on pourrait souligner aussi que dans cette dimension sociopolitique, il y a le rôle de l'État. Je ne vais pas y insister, mais le rôle de l'État est décisif. L'État a été un acteur de premier ordre dans la transition vers l'entrée des énergies fossiles. L'État a créé les conditions de possibilité de l'adoption du charbon. L'État, par sa législation douanière, par le développement d'un corps d'ingénieurs des mines, par le développement de toute une législation sur l'autorisation, l'encadrement de l'installation des machines à vapeur, a créé les conditions de possibilité de l'acceptation de ces machines à vapeur et de leur diffusion dans la société. On pourrait aussi évoquer des facteurs culturels. Le charbon devient véritablement une source d'énergie magique au milieu du 19e siècle, qui est présentée et construite comme une sorte de solution miraculeuse qui va résoudre tous les problèmes de la société. J'ai oublié mon PowerPoint en cours de route. Pardon. Alors, oui, vous voyez. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc l'État a joué un rôle très important et le charbon devient la pierre philosophale de la modernité. Il y a un journaliste dans les années 1860 qui écrit un article sur la pénurie de charbon qui menace les sociétés industrielles et qui dit « Le charbon est la pierre philosophale de la modernité ». Et James Watt, c'est l'époque où James Watt devient un héros national en Grande-Bretagne. Il est mort dans la misère, mais dès les années 1830, les autorités britanniques vont faire de James Watt un véritable héros national avec des souscriptions pour lui construire une statue qui va être installée à Westminster. Et évidemment, dès cette époque, le charbon, c'est l'inventeur de la machine à vapeur. Enfin, il y a beaucoup d'inventeurs de la machine à vapeur, mais c'est James Watt. Il était prof à Édimbourg. Disons qu'il y a beaucoup d'inventeurs de... Son collègue, c'était Watt. Le collègue de Watt, c'était Adam Smith. Tout à fait. Et donc James Watt, c'est l'un de ceux qui va être identifié comme l'inventeur démiurgique qui met au point la machine à vapeur adaptable à des usages industriels à la fin du XVIIIe siècle. Et James Watt va faire l'objet d'une véritable canonisation dans la culture politique britannique jusqu'à devenir un héros national. En France, c'était plutôt les grands écrivains ou les grands militaires qui sont des héros nationaux. En Grande-Bretagne, ça va devenir les grands ingénieurs et les grands inventeurs. Mais en France, on a aussi un inventeur de machine à vapeur. Denis Papin. Alors, la question de l'origine de la machine à vapeur, de l'invention de la machine à vapeur va faire l'objet de luttes nationales très vives, évidemment, comme toutes les inventions du 19e siècle, puisque chaque pays, en construisant son identité nationale, va essayer de se rapproprier toutes les grandes inventions. Donc, qui est l'inventeur de la machine à vapeur, de la locomotive Chacun va s'attribuer, et les machines textiles, enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et souvent, ce sont les deux grandes puissances de l'époque en rivalité permanente sur ces questions. Donc la machine à vapeur n'est pas juste le résultat d'une sorte d'invention géniale qui aurait été immédiatement adaptée. La machine à vapeur, pendant très longtemps, ne marchait pas, polluait énormément, explosait en permanence, avait des rendements totalement misérables. Et la machine à vapeur, en fait, a mis un siècle à être acclimatée de façon très progressive à travers une multitude de conflits et de débats dont, pour terminer peut-être, je ne sais même pas combien il me reste de temps, 1 minute. Oh non, ouais, je voulais juste souligner 2 mots alors. 2 mots là-dessus, c'est cette machine à vapeur a d'emblée suscité énormément d'interrogations et de doutes. Il ne faut pas croire qu'elle s'est installée naturellement dans les sociétés d'Europe de l'Ouest. Il y a au moins 3 problèmes qui se sont posés d'emblée, et j'énoncerai juste les problèmes sans les développer. La question de la finitude de la ressource. Dès le milieu du 19e siècle, dès les années 1820 en Grande-Bretagne, il y a des enquêtes au Parlement britannique pour tenter d'évaluer les réserves disponibles en Grande-Bretagne. Et le débat ne va pas cesser de se ressurgir, puisque les Anglais se sont remis au charbon pour fonder leur puissance politique, géopolitique. Et donc la question de la finitude des réserves de charbon anglaises devient une préoccupation très vive, à tel point que un économiste anglais, dans les années 1860, publie un livre, The Coal Question, la question charbonnière, dans lequel il pose la question que va devenir la Grande-Bretagne si ces réserves de charbon s'épuisent. Il est l'un des premiers à tracer des courbes pour essayer d'élaborer une sorte de prospective des réserves disponibles, et il montre bien que le charbon ne va pas falloir y compter très longtemps, et donc il va falloir que la Grande-Bretagne réorganise son économie sur de nouvelles bases pour permettre le maintien de sa puissance. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que la City et que la Grande-Bretagne va se spécialiser de plus en plus dans les activités financières pour essayer de contrebalancer la fin du charbon qui est déjà annoncée. Alors d'emblée, cette question de la fin du charbon est un débat énorme qui se pose aussi en France. Je vous ai mis un extrait d'un livre de Gaston Tissandier, bon on voit rien, c'est pas grave, qui était un grand vulgarisateur qui a publié un livre de vulgarisation qui s'appelle La houille en 1869. Et à la fin du livre, il dit, bon, on sait très bien que la houille, il n'y en aura pas assez pour le développement industriel et la perpétuation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est pas grave, on trouvera quelques génies scientifiques qui sauront naturellement nous sauver. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la réflexivité, les interrogations à l'égard de cette question se posent déjà d'emblée. De la même manière, la pollution n'est pas une invention des années 70, même si le mot n'existait pas au 19e siècle. La question des nuisances environnementales, des pollutions, à la fois d'un point de vue sanitaire pour la population et pour
la végétation et la nature, c'est déjà un problème structurel qui suscite des législations, des réglementations et qui suscite de nombreux débats. Juste pour terminer, par exemple en Bourgogne, dans les années 1850, on arrête les machines à vapeur au moment des vendanges pour éviter que les fumées des machines à vapeur n'altèrent les récoltes de vin à l'époque où le vignoble bourguignon devient déjà un vignoble prestigieux et largement vendu dans le monde.